Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Quand la quantité n'est pas au rendez-vous, habituellement la qualité, elle, est au rendez-vous. Alors, je compte sur votre qualité pour l'écoute et aussi pour poser des questions, parce que je vais vous présenter un certain nombre d'éléments, mais j'aimerais ça que par la suite, quand on rentrera en conversation, que vous y participiez activement et que vous posiez les questions que vous n'avez peut-être jamais osé poser sur cette question-là d'implication des patients, des citoyens. La première chose que je pourrais vous dire, faisons la différence entre patient partenaire et citoyen partenaire. Je pense qu'on entend ça assez régulièrement, puis il y a parfois dans les lieux un peu de confusion autour de ces thèmes-là. Moi, je suis un citoyen, donc je suis quelqu'un qui est concret, pragmatique, là. C'est ça qu'on apporte généralement quand on s'implique dans des projets, quels qu'ils soient. Alors, pour moi, quand on m'interpelle en fonction d'une condition de santé, alors je vous donne un exemple très précis de ma vie. À un moment donné, j'ai fait une chute, j'ai été polytraumatisé, côte fracturée, etc., etc. Alors, j'ai participé à des exercices, à un moment donné, de priorisation des critères de qualité en traumatologie. Puis j'ai participé à une recherche qui voulait déterminer les actions un peu inutiles, parce qu'avec le temps, c'est drôle, hein, mais dans le domaine médical, il s'accumule des actions inutiles, puis il faut faire le ménage à l'occasion. Alors, quand j'ai participé à ces deux instances-là, j'étais vraiment un patient partenaire, donc je partageais mon expertise, je partageais ma réalité. Alors, exemple, dans les critères de qualité en traumatologie, il n'y avait aucun critère qui touchait à la gestion de la douleur. Ce qui est un peu spécial en traumatologie, parce que je vais vous dire, quand on est traumatisé ou polytraumatisé, la première chose qu'on veut, c'est d'arrêter d'avoir mal. C'est la chose la plus importante quand on est un patient. Alors, est-ce que je dois être opéré dans les 50 premières minutes pour tel problème ou des 32 premières minutes? Là? Ça, c'est des débats qui se trouvent pertinents, mais c'est des débats d'experts. Alors, vous voyez, c'est un exemple de choses que j'ai amenées. Par exemple, aussi sur la gestion du sevrage de médicaments. Quand tu as des médicaments antidouleurs forts pendant plusieurs semaines, tu as des sevrages. Et quand tu es quelqu'un comme moi qui n'a pas d'expérience avec le sevrage, parce que je n'avais pas d'expérience avec les drogues, j'ai été comme un peu laissé à moi-même. Je vais vous dire, c'est pas drôle, le sevrage. C'est vraiment pas intéressant. Alors, tu sais, ça m'a permis d'amener comme patient des choses que les spécialistes autour ne gèrent pas, parce que quand il y a le temps du sevrage, ils ne sont pas là, Ils sont à l'hôpital, puis toi, tu es chez vous avec ta blonde, puis tu te réveilles en pleine nuit, en sueur, en détresse psychologique, puis tu ne comprends pas pourquoi, il n'y a pas de raison que ça arrive. Alors, c'est dans ce sens-là, quand on nous interpelle, alors parlons de la recherche qui touche à une condition ou un traitement ou un nouveau traitement ou des nouveaux équipements, là, on fait plus appel à notre qualité de patient partenaire qui peut partager son expérience avec le problème. Parce que, rappelons-nous là, que quand on vit un problème de santé, les soignants passent environ 7-8 heures avec nous par année. Tout le reste du temps, on est tout seul ou bien on est avec nos proches. Alors, le plus grand spécialiste d'une condition de santé, s'il y en a qui en ont ici dans la salle, c'est nous-mêmes. Surtout quand on a une maladie chronique, on développe des compétences extrêmes, ou parfois la jeune résidente qui fait bien son possible en connaît moins que toi, même si tu es une médecin. Là. Fait que, tu sais, cette notion-là de patient, c'est beaucoup lié à ça. Quand on parle de citoyen partenaire, c'est comme si là, on a une vision un peu plus large. Évidemment, je ne mets pas les deux en opposition. Un patient, c'est aussi un citoyen. Un chercheur, c'est aussi un citoyen. Un étudiant, c'est aussi un citoyen. Mais parfois, notre posture par rapport à de la réflexion, ça va être en fonction souvent de notre statut ou notre qualification professionnelle. Quand on est citoyen, notre rapport à notre expertise, elle est expérientielle. C'est notre expérience de vie, qui fait qu'on est capable de dire, quand on participe, par exemple, comme moi, au forum de population du commissaire à la santé et au bien-être, et qu'on étudie le dossier de la procréation assistée à ce moment-là, et que là, on se rend compte de tout le fonctionnement de la procréation assistée, même si on n'a jamais fait affaire à ça, même si on ne l'a jamais utilisé dans notre vie, comme citoyen, on est capable de se positionner avec notre réflexion puis notre bon sens citoyen. Alors, par exemple, quand on se fait dire, bien, c'était un bar ouvert à ce moment-là, la procréation assistée, ça a bien changé depuis, mais que des gens des femmes pouvaient avoir la procréation assistée alors que leurs 2 enfants qu'ils avaient déjà eus leur avaient été enlevés par la DPJ. Puis ils allaient à procréation assistée pour avoir une autre grossesse. Tu sais, comme citoyen, tu te dis, bien, où sont les paramètres, où est le filtrage, est-ce que ça a été examiné, etc. Alors, quand on se fait interpeller comme citoyen, c'est dans une vision plus large. Alors, exemple, bien, en santé durable, bien, la santé durable,
Si vous étiez là hier, vous avez entendu parler de la définition, vous la connaissez peut-être déjà, mais quand on dit un esprit sain, dans un corps sain, dans un environnement, une communauté saine, sur une planète en santé, bien c'est sûr que ça interpelle beaucoup plus notre citoyenneté que notre côté patient. Parce que le côté patient, ce qui est un peu tannant, quand on se fait interpeller comme patient, c'est que ça nous réduit à ça. Et nous ne sommes pas qu'une condition de santé. Nous ne sommes pas qu'un patient. Puis on avait justement une discussion tantôt avec les autres co-titulaires. Le système de santé est très fort, bien très fort. Il y a des croûtes encore à manger, mais il est très centré sur la trajectoire de soins. Hein? J'ai un diagnostic, un pronostic, j'ai une séquence à suivre, mais il ne parle pas de trajectoire de vie. Quand on est des citoyens, on a une vie citoyenne. Alors, ça autant dans notre privé, notre vie de couple, les enfants, les voisins, la famille, les amis, les activités, les loisirs. Et il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Alors, c'est beaucoup plus large comme vision. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, puis on pourrait y revenir à la question si ça demande de clarification. Aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient là hier, puis je n'aime pas me répéter, même si répéter, c'est pédagogique, les profs le savent aussi, je vais aborder plus la question un peu sur le savoir-faire par rapport à ça. Moi, souvent, ce qu'on me dit, c'est qu'on est d'accord avec le principe d'impliquer des patients, des citoyens. Il y a des chercheurs, on va parler de la recherche, parce que ce que je veux vous dire s'applique autant quand il y a le temps de prendre une décision de rénover une urgence, physiquement, où c'est important d'avoir le point de vue des patients, des citoyens, que quand vient le temps de prendre une décision organisationnelle dans un établissement sur l'offre de service. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur la recherche, puisque c'est le sujet qui vous touche le plus. Donc, dans la recherche, les gens sont d'accord, les chercheurs souvent, mais ils ne savent pas comment faire. Où est-ce que je les recrute, mes patients, mes citoyens? Comment je fais ça? Comment je m'assure d'avoir des gens qui vont pouvoir participer, qui vont pouvoir apporter leur expérience, la transmettre? Puis une fois que je les ai recrutés, qu'est-ce que je leur demande de faire? Qu'est-ce que je leur donne comme possibilité? Qu'est-ce que je leur offre comme soutien? Puis, comment je les implique? Jusqu'où je peux les impliquer dans tout le processus de la recherche? Alors, c'est un peu ça que je vais parler dans les prochaines minutes. Là, je compte sur vous pour me dire, pour le temps. OK? C'est que, exemple, le recrutement. Souvent, les chercheurs, ils cherchent un peu des solutions que moi j'appelle un peu intellectuelles, un peu cérébrales pour approcher ça. Genre, ils vont publier une petite annonce, par exemple. Je ne vous dis pas que ça ne marche pas, là, ça peut marcher. Mais si vous voulez contacter des patients ou des citoyens, dépendamment de vos besoins dans votre projet de recherche, il faut aller voir les gens. Alors, les gens, là, ils sont où, les gens? C'est bien beau de dire, oui, mais quand je dis ça, je vois-tu dans la rue interpeller des gens? Bon, peut-être pas à ce point-là, OK. Mais les citoyens, les citoyennes au Québec, qui sont regroupés dans toutes sortes d'organisations, des organismes à but lucratif que vous connaissez peut-être, vous en connaissez sûrement. Bien, au Québec, là, il y en a entre 50 et 55 000 des organismes à but non lucratif. Puis si on additionne juste les administrateurs de ces 55 000-là, là, on a 5 administrateurs en moyenne, on est rendu à 1 million de personnes qui sont impliquées dans des conseils d'administration d'organismes à but lucratif. Puis en santé, services sociaux particulièrement, il y a environ 3 000 groupes communautaires au Québec. Puis c'est des groupes qui ont du financement, qui ont souvent, pas souvent, la plupart du temps, des employés, une personne à la direction, puis des intervenants de toutes sortes. Et ils ont des conseils d'administration formés de bénévoles, formés d'usagers, formés de représentants d'usagers. Ils ont des comités de travail, sont implantés dans la communauté. C'est un mouvement dont on parle peu. Moi, j'ai travaillé longtemps, mais c'est un mouvement qu'on voit toute son importance et particulièrement, on l'a vérifié au moment de la COVID. Je vais vous dire une chose, les groupes communautaires étaient là parce que ça a été pénible, là, mais ça a diminué beaucoup, ça a ralenti beaucoup le côté difficile que les gens ont vécu là-dedans, particulièrement dans le confinement. Donc, une façon de recruter, allons voir les groupes communautaires, ils existent. Si on veut faire un projet qui touche les aînés, au Québec, tu as la FADOC, la Fédération des clubs d'argent du Québec, tu as l'Association québécoise des retraités secteur public, parapublic, tu as l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, et encore, tu as des groupes communautaires dans toutes les MRC qui font de la popote roulante, qui font de l'accompagnement, du transport accompagnement pour accompagner les gens isolés à l'hôpital pour leur rendez-vous en clinique, etc. Donc, une manière de recruter, c'est d'aller voir les personnes. Et les personnes sont déjà organisées, puis c'est du monde ordinaire qui est là-dedans. Là. Vous n'êtes pas dans l'élite intellectuelle, tout ça. On veut aller chercher des citoyens, des citoyennes qui ont une expérience de vie. Alors déjà, ça, c'est un premier lien.
Quand on cherche des patients partenaires, je me souviens quand j'étais à l'Institut national d'excellence en santé, j'étais dans le comité d'excellence en santé qui analysait les nouveaux traitements, les nouvelles demandes, les nouveaux appareils. Puis le ministère voulait avoir l'avis de l'Institut national pour voir s'il allait mettre ça dans le panier de services, donc que ce soit gratuit avec l'assurance maladie. Puis là, je leur disais, bien, mettons, je pense à un moment donné à une espèce d'appareil qui aurait redonné en partie la vue aux personnes non-voyantes. Bien, je leur dis, bien, allez-vous consulter des patients? Bien là, les patients, bien, il y en a des gens qui ont des problèmes de voyance au Québec, là. Ils sont connus, ils sont à un institut de réadaptation, ils ont passé par l'hôpital, il y en a peut-être qui ont eu des interventions médicales. Ils ont des dossiers, ces gens-là. Contactez les institutions, hôpitaux, instituts d'adaptation. Dites-leur votre besoin, puis demandez-leur si eux peuvent contacter leurs patients pour avoir l'autorisation que vous rentrez en contact avec eux. Et ça s'est fait comme ça. À partir de ce moment-là, ils n'ont eu aucune... À chaque fois qu'il y avait un dossier X, Y, Z, ils recrutaient 6, 7, 8, 10 patients. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir 200 là, dans ces secteurs-là. Donc, d'aller les voir où ils sont. Puis je vais vous dire, là, quand tu es patient, puis qu'on t'approche pour te dire, on étudie un nouveau traitement par rapport à votre problème de santé, je veux juste vous dire qu'ils disent oui, ils sont bien intéressés. Puis si ça vous arrivait, je pense que vous seriez bien intéressés aussi, là. Fait que c'est ça que les gens sont ouverts à ça. Quand on regarde même sur la citoyenneté, on pourrait dire, bien là, s'impliquer comme citoyen, c'est un petit peu plus vague, c'est un peu plus nuageux. Alors, je vous donne l'expérience personnelle. Quand j'étais membre du Forum de la population, Forum citoyen du commissaire à la santé, eux, ils ont juste fait une petite annonce dans le Devoir. Imaginez, le Devoir, c'est le journal le plus lu au Québec. Hein? Alors, une petite annonce pour recruter des gens, et c'était une personne par région administrative, donc 17 citoyens et citoyennes, plus 8 citoyens experts, médecins, infirmières, etc. Eh bien, pour les 17 places, là, il y a eu 450 personnes qui ont écrit une lettre d'intention. 450, là. Puis, c'était pas des profs d'université ou c'était pas des gens qui travaillaient dans le réseau, ils étaient exclus, les autres, c'était des citoyens experts, là. Bien, puis sur les 450, ils ont fait un processus de sélection. Alors, vous imaginez, puis ils ont refait ça, le forum, ils refont ça aux 3 ans, on est mandaté pour 3 ans. Les gens sont intéressés. Quand on leur offre la possibilité de s'exprimer et qu'on se met à l'écoute, les gens ont des choses à dire. Moi, je dis souvent dans mes présentations, il y a une belle phrase de la chanson de Serge Fiori, là, sur un musicien parmi tant d'autres, qui dit on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Bien, au Québec, les gens sont prêts à être entendus. Mais ils veulent être écoutés, ils ne veulent pas être juste consultés, genre pendant 1 heure, 2 heures. Ils se font expliquer le projet, on les consulte, puis après ça, il n'y envoie plus personne. Ça, ce n'est pas de la co-construction. Alors, si j'arrive sur le recrutement, c'est un peu des façons de faire. Puis aussi, une dernière chose sur le recrutement, bien, autour de vous, il y a des gens qui peuvent vous mettre en contact avec d'autres personnes. Moi, à un moment donné, je suis revenu du congrès de l'ACFAS, l'Association canadienne française des sciences. J'ai pas tout l'acronyme. Puis je prenais le train pour revenir, puis j'avais encore mon sticker, là. Puis il y avait une jeune femme, vous étiez à l'ACFAS? Oui, elle travaillait dans un groupe communautaire. Puis on a jasé, puis on a jasé de la chaire de recherche, puis tout le kit. Puis finalement, elle fait partie d'une de nos tables citoyennes. Fait que j'ai saisi l'occasion, ça vous intéresserait-tu? On fait une table citoyenne, etc. Alors, il y a des occasions à saisir autour de nous, il y a des occasions à saisir avec des organisations qui regroupent déjà des citoyens et des citoyennes. Les municipalités ont des conseils de quartier et un acteur ou une actrice incontournable qui peut aider dans les 6 CIUS, c'est les organisateurs communautaires. Les organisateurs communautaires sont en lien avec la communauté, sont en lien avec des gens. Alors, si vous cherchez des personnes là, que vous voulez jaser avec, là, c'est des bonnes personnes qui peuvent vous faire un pont vers des individus. Alors, le recrutement, il faut être proactif, il faut être dynamique, utiliser le moins possible les courriels, utiliser le moins possible les contacts impersonnels, favoriser le plus possible les contacts personnels, le plus possible les contacts en personne, physiquement parlant. Puis, on demande à quelqu'un, puis si quelqu'un n'est pas disponible, mais il connaît-tu quelqu'un qui? Puis, c'est souvent comme ça qu'on bâtit. On ne trouvera pas 50 personnes à commencer, mais ce n'est pas nécessaire d'en trouver autant non plus. Alors, ça, c'est comme l'aspect recrutement. Je ne sais pas d'abord si c'est clair ce bout-là là, pour vous. L'autre bout, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des patients, des citoyens partenaires, dépendamment du type de recherche? Bien, moi, je vous le dis, là, la consultation, là, on aura le bol. Les citoyens, en général, n'auront le bol parce qu'il y en a des consultations des municipalités, il y a des consultations du gouvernement.
puis c'est des consultations des chercheurs, des consultations d'établissements, par des sondages, parce qu'on a l'impression qu'on vient chercher notre jus, puis on ne participe pas vraiment à la décision. Alors, impliquer des patients, des citoyens partenaires, puis ça veut dire, pour vous qui allez entreprendre une carrière ou qui a déjà une carrière de chercheur ou de chercheuse, ça veut dire apprendre à partager le pouvoir. Ça veut dire que les décisions ne sont pas prises que par le chercheur ou la chercheuse, elles sont prises en collégialité avec des patients ou des citoyens. Comme on vit actuellement la chaire de recherche en santé durable, on vous l'a dit, on est 4 co-titulaires, donc 2 scientifiques et un citoyen, une citoyenne. On prend les décisions ensemble. On a des décisions à prendre, à un moment donné, sur la façon de faire, sur les octrois, etc. Bien, c'est ça que les citoyens et les patients sont prêts à faire. Au début, les gens sont un petit peu stupéfaits qu'on leur demande ça, leur opinion, comment ils verraient ça, tout ça, parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils sont tellement habitués, et nous sommes tellement habitués à ce qu'on fasse les choses pour nous, pas avec nous. Puis c'est ça qu'il y a une notion de responsabilisation des patients, des citoyens là-dedans, parce que si on veut faire les choses avec, ça veut dire qu'il faut que les gens s'impliquent, il faut que les gens acceptent de donner leur opinion, puis acceptent de faire des discussions, puis qui acceptent finalement de travailler en équipe, donc de faire les nécessaires négociations, discussions et compromis, qui sont vus que le travail d'équipe fonctionne. Évidemment, c'est pour ça que je fais un petit aparté sur une des pages que certains chercheurs plus expérimentés ont, c'est qu'il y a des associations de patients. Il y a des groupes qui se sont formés un peu en défense de droit. Je vais donner un exemple, l'association des patients atteints d'hémophilie. Okay? Puis vous savez qu'avec le scandale du sang contaminé, il y a quelques décennies, il y a beaucoup d'hémophiles qui avaient beaucoup de transfusions sanguines, qui ont attrapé le VIH ou l'hépatite ou autre. Alors, c'est ça que ces groupes-là se définissent comme des groupes militants qui revendiquent des choses. Alors, c'est des groupes qui ont leur utilité. C'est très pertinent de les entendre socialement, mais ce n'est pas des groupes que tu invites en co-construction dans ton projet de recherche. Parce que quand tu es dans une association militante, ce que tu recherches, c'est faire des gains. Et donc, tu revendiques ça. Et on a besoin de cette parole-là. Alors que moi, ce dont je vous parle, c'est d'une implication citoyenne où les gens embarquent dans un processus de co-construction et de co-réalisation. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à travailler ensemble et non pas défendre juste un point de vue. Alors, ça, il y a un ajustement à faire. Ce n'est pas une question de rejeter ces gens-là comme patients, citoyens, partenaires. C'est juste de bien comprendre où est la meilleure place. Le commissaire à la santé, M. Salois, quand j'y étais, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'évidemment, on avait le forum citoyen, là, avec les 25 citoyens experts et des milieux, et il faisait parfois des audiences publiques sur la précocité, il l'a fait, où là, des associations organisées en défense de droit étaient invitées à venir exprimer leur point de vue, où le gouvernement, des fois, fait une commission parlementaire puis invite ces groupes-là. Alors, c'est juste de faire la distinction, comme par exemple les comités d'usagers dans les établissements, c'est des comités de défense de droit. Ils sont là pour défendre le droit des usagers, puis leur utilité est évidente, mais ce n'est pas nécessairement les personnes qui vont être le plus intéressées par la co-réalisation dans un projet de recherche ou dans la mise en place d'un système. Alors, ceci étant dit, donc le recrutement, aller voir les gens, il faut ouvrir la porte à ce que les citoyens que vous impliquez dans votre projet de recherche soient là à toutes les étapes, même à l'étape de construire la question de recherche. Ça, je sais que c'est un peu difficile parce que les chercheurs sont habitués d'abord à construire. Ils ont une connaissance, ils font une revue de la littérature, ils réfléchissent, ils vont à des congrès, et là, ils développent une question de recherche. Je pense qu'il faut d'abord impliquer les citoyens partenaires dès le début et faire la discussion avec eux, avec elles, donc quelques-uns. Là, quand je dis d'impliquer les citoyens partenaires dans une recherche, ça ne veut pas dire d'en impliquer 50, là, ça dépend toujours de l'objet de la recherche, tout ça, mais dans le processus, entre guillemets, de gouvernance de la recherche, quelques citoyens partenaires, ça va faire la job. Donc, les impliquer dès le départ sur la recherche, les impliquer dans les diverses étapes de recherche et surtout les impliquer dans la diffusion des résultats de la recherche. Là, hier, j'en ai parlé un peu, je vais juste le répéter. On a un virage à faire au Québec pour rendre accessibles les connaissances tant aux cliniciens des établissements qu'au grand public. Alors, comme on disait hier, c'est bien correct de faire des articles scientifiques en anglais dans les revues savantes. C'est nécessaire de faire circuler les connaissances à travers le monde. C'est clair que les bailleurs de fonds en tiennent compte, mais je trouve que la quantité prend trop d'espace dans l'analyse, d'une part, et d'autre part,
les bailleurs de fonds n'octroient pas beaucoup d'espace et de place pour que le chercheur, avec les citoyens partenaires, ait une stratégie de diffusion. Ça veut dire réécrire l'article dans un résumé comprenable, lisible, accessible. Ça veut dire aller vers le grand public, faire le tour des bibliothèques avec votre projet ou aller dans les centres communautaires, aller rencontrer le plus de gens possible. Donc, ça, c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est de l'argent nécessairement parce qu'il y a des frais qui sont reliés à ça. Bien, les projets de recherche devraient contenir ça pour être capable que la science descende un peu dans la rue. M. Quirion, scientifique en chef, j'en parlais hier, il y a 1 an et demi, invitait les scientifiques à descendre dans la rue parce que le prix qu'on paye comme société, que les scientifiques ne soient pas assez présents dans la sphère publique, bien, c'est les complotistes. C'est des gens qui disent n'importe quoi. C'est des gens qui créent des sites web puis qui influencent des gens basés sur à peu près rien et qui parfois ont des positions qui sont dangereuses pour la santé des personnes et des autres. L'idée, c'est pas de les éliminer, ces gens-là. C'est parce qu'ils remplissent un vide qui n'est pas assez occupé par la science. La science devrait être partout dans les réseaux sociaux, elle devrait être partout dans les médias publics, elle devrait être partout dans les conférences, dans les lieux de discussion, d'échange, mais elle n'est pas beaucoup là. Et je trouve qu'on gaspille parce que je constate, moi, que la production de connaissances au Québec à travers les recherches, c'est fantastique, là, c'est absolument incroyable tout ce qu'on peut développer, mais c'est peu connu et peu appliqué. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, bien, à quoi ça sert? Moi, on le voit quand il y a quelques personnes qui vulgarisent bien. Tu sais, je pense à Pierre Maisonneuve qui était à Facture, ou je pense à l'animateur de Dimanche soir, dont j'oublie le nom, à l'émission Pas Enquête, en tout cas, qui est un bon vulgarisateur scientifique. Généralement, ces gens-là sont populaires, donc ça en prendrait davantage. Donc, on les recrute, on va les voir, on les implique dans la co-réalisation, pas juste dans la consultation, ce qui n'empêche pas, à travers le processus, avec les citoyens impliqués, de faire peut-être une consultation plus large à un moment donné. Mais vous allez voir, les citoyens vont dire « oui, on va consulter, mais on va revenir les voir pour leur dire les résultats que ça a donné. » Là, on ne fera pas ça juste une fois, puis on ne leur en parle plus. Là. Tu sais, le monde de la recherche a une façon de faire qui, parfois, n'est pas très le fun pour les citoyens. Exemple, bien, tu fais ta demande, tu as ton budget, ta subvention, tu es prêt à fonctionner, mais il faut que tu passes par le comité d'éthique de l'établissement. Puis là, le comité d'éthique de l'établissement, des fois, il prend 3 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois pour donner sa réponse. La recherche n'avance pas. Mais personne n'appelle là où les citoyens impliqués pour leur dire qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, tu es chez vous, tu as donné ton nom, on dit oui, tu as participé à l'élaboration de la question, tu as participé à l'élaboration de la demande, et silence radio. Fait que, tu sais, c'est comme une habitude là, de créer ce lien-là. Donc, c'est ça qui est le plus gagnant. Ça, c'est le modèle parfait. Ce qui est important, c'est de ne pas s'exiger la perfection, c'est de s'en rapprocher le plus possible, de faire des efforts pour aller le plus possible vers là. Et vous allez avoir des citoyens et citoyennes qui vont avoir une pertinence dans vos propos, dans vos analyses, dans votre façon de faire. Et moi, je pense que le milieu communautaire est un bel exemple dont on peut tirer des leçons. Le milieu communautaire, comme j'expliquais, prenons juste santé et services sociaux, les 3000, bien, il y a un peu cette dynamique-là, le milieu communautaire. Il y a des bénévoles sur le conseil, des usagers représentants, des membres de comité, et il y a des employés qui sont des experts, qui sont des gens qui ont des formations, etc. Et ensemble, il faut qu'ils bâtissent la mission de l'organisme communautaire, mettons pour une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences, bien, il faut qu'ils s'entendent tout ensemble sur leurs valeurs, sur la façon de faire, etc. Bien, ça, c'est un exemple d'échange entre un savoir plus professionnel, scientifique, et un savoir plus citoyen. Puis vous n'entendrez pas beaucoup parler de scandales qui touchent le milieu communautaire. C'est un milieu qui fonctionne. Heureusement qu'on l'a, parce que notre système de santé qui est déjà en péril serait beaucoup plus en danger si le milieu communautaire n'était pas là pour soutenir la population. Alors, c'est ça qui va faire que les citoyens et citoyennes vont y trouver un intérêt. La chose à éviter, bien, s'il vous plaît, éviter qu'ils deviennent des plantes vertes, éviter qu'ils soient là juste parce que le projet de subvention suppose que ça prend des patients partenaires à instrumentaliser. Allez les chercher. Je donne souvent l'exemple de Vitam, où j'étais avant la chaire de recherche. On est deux citoyens partenaires sur le bureau de direction. Ça serait impensable que le bureau de direction de Vitam prenne une décision avec laquelle les 2 citoyens partenaires seraient opposés. Puis c'est pas parce qu'on a un droit de veto, là, c'est pas la question, ça serait impensable parce que ça ne serait pas respectueux, cette démarche-là. Si ça arrivait, on continuerait la discussion. Il faudrait trouver des voies de passage, des voies de sortie, puis on travaillerait de façon démocratique. Et tout ça, bien, c'est une démocratisation, justement, des savoirs.
Moi, je trouve que les savoirs, ça appartiennent trop. Il y a trop de jargon scientifique. Tu sais, je regardais le concours des pancartes hier, il y en avait des très intéressantes, mais il y en avait quelques-unes, si tu n'avais pas ta maîtrise en bio, je ne sais pas quoi, tu avais un peu de misère à comprendre ce qui était écrit, là. Tu sais, il faut avoir une préoccupation toujours de lisibilité. Mais je comprends que ça prend une version de type scientifique là, qui va répondre aux critères des bailleurs de fonds, mais ça prend aussi une version. Moi, un des rêves que j'ai au Québec, c'est qu'on ait une revue scientifique populaire au Québec, où les chercheurs seraient obligés de publier leurs recherches, mais évidemment sous forme de résumé, sous forme beaucoup plus accessible, puis que ce serait une revue populaire qui serait distribuée soit en papier ou versus informatique, etc., pour permettre l'accès à la science, puis que l'accès à la science soit plus disponible aussi pour les enfants. Fait que ça, ce que je vous décris un peu, c'est l'expérience que j'ai vécue, c'est quelque chose qui peut être fort intéressant, puis tout le monde y trouve son compte. Moi, je n'ai pas connu de chercheurs professionnels qui ont été déçus de ça. Un dernier petit point, j'ai encore une petite minute? Oui. Une petite minute. Un dernier petit point. Quand on veut impliquer des personnes, des citoyens partenaires, évidemment, il faut les soutenir. Une des façons de les soutenir, leur donner des formations. C'est quoi être citoyen partenaire? C'est quoi le rôle qu'on veut jouer? Mais de grâce, pas juste donner la formation aux citoyens partenaires, la donner aussi aux autres, aux professionnels, aux chercheurs. Parce que quand on donne juste la formation aux patients, aux citoyens partenaires, c'est comme si on lui mettait de façon indirecte la charge que ça fonctionne. Voici comment tu dois te comporter pour que ça fonctionne. Mais non, on doit tous se comporter pour que ça fonctionne. Alors, les chercheurs, les professionnels, etc., ont besoin d'aller chercher cette formation-là aussi, comment on travaille ensemble avec les savoirs expérientiels et les savoirs scientifiques. Merci. Alors, vous allez me permettre de rebondir sur certains propos de mon collègue. En fait, je trouve ça fort intéressant. Je dirais que ça nous ramène à la base. La base là, de l'implication citoyenne, c'est le bénévolat. Est-ce que tous et chacun a déjà expérimenté, d'une façon comme d'une autre, de s'impliquer socialement, une cause, une activité? C'est cette expérience-là qu'il faut revoir et reproduire quand on imagine nos projets partenariaux. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'il faut le refaire. Puis je dirais que la question du temps, parce que c'est ça qui interpelle. Quand, par exemple, j'ai un projet à monter, j'ai des délais à respecter, comment je peux entrevoir la possibilité de créer ce projet-là en co-construction avec une consultation, une organisation, et j'ai des délais très serrés. C'est ça la réalité quand on veut déposer. Quand un chercheur veut déposer son projet, il a des impératifs, il a du temps. Moi, je pense que si le projet en amont, comme personne, comme citoyen, parce que Guy l'a bien dit, on est d'abord et avant tout, tous et chacun ici, des citoyens. Donc, développer son réseau. Alors, quand je veux développer mon réseau dans des intérêts, je dois m'impliquer. Tantôt, on a parlé de l'occasion des organismes communautaires, des associations, mais à la base, elles sont ouvertes, justement. Elles ont des besoins, ces organismes communautaires-là. Alors, l'implication du chercheur dans un ou deux organismes communautaires, déjà, c'est une base de connaissances, une base de réseautage, une base de compréhension, d'être assis autour d'une table avec des gens qui peuvent avoir des opinions, des façons de faire différentes de la mienne. Donc ça, moi, je trouve que dans le parcours de vie d'une personne, c'est fondamental, cet exercice-là. Puis si on le fait de prime abord, on comprend mieux. Je dis souvent l'expression « toute seule, je vais aller plus vite », mais ensemble, on va aller plus loin. Puis cette notion-là, je dirais pour la comprendre, pour la vivre, bien, c'est lorsque nous-mêmes, on est impliqués sur un projet, une cause, une organisation, ça nous permet de comprendre qu'il y a des allers-retours et ce n'est pas toujours la ligne droite qui avance. Fait que ça, je trouve que c'est le premier constat qu'on doit faire lorsqu'on travaille en relation citoyenne, en relation de projet, en relation d'intervention. Donc, dans cette implication-là, moi, souvent, je le visualise en termes de bénévolat, refaire le schéma. En termes peut-être de projets plus spécifiques,
Tout projet ou plusieurs projets vont nécessiter le recrutement de participants. C'est une chose. Mais il y a aussi former autour de mon projet un comité conseil. Alors, oui, j'ai besoin de recruter, par exemple, des patients ou j'ai besoin de recruter des jeunes, par exemple, pour mon projet. Mais si je forme en amont, en relation avec les organismes communautaires qui sont en lien avec mathématiques, des gens avec lesquels je pourrais contribuer et travailler comme scientifique, mais qui ont une expérience ou un bagage, soit professionnel, soit de vécu. Hein, on parle beaucoup des proches aidants maintenant. Il y a la personne qui vit la situation, mais il y a les personnes qui vivent avec la personne qui vit la situation. Si je m'entoure, si je crée autour de mon projet ce comité conseil, bien, ces gens-là seront toujours ma première instance de réflexion pour construire mon projet, construire les objectifs, regarder ensemble où est-ce qu'on peut aller en termes de diffusion. Regarder ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent de... Tu sais, souvent, il faut nommer, bien, c'est quoi l'innovation dans le projet sur lequel je m'en vais? L'innovation sociale, l'innovation technologique. Bien, pour être capable de bien la nommer, tes impacts. Hein? Quel impact on souhaite? Je ne peux pas nommer ça seul. Je dois le nommer avec un partenariat. Puis ce partenariat, si je crée mon comité conseil, qui est formé de scientifiques et également de gens qui sont impliqués, assurément que quand l'écriture atterrit, elle est davantage ancrée dans des besoins. Et c'est à partir de ce moment-là, si les besoins sont davantage ancrés, ta structure est davantage planifiée, je pense qu'on gagne du temps par la suite. Puis ce temps qu'on gagne, ce n'est pas un temps perceptible. Et je pense qu'une des erreurs qui peut être faite, c'est à partir que tout est écrit, là, on va consulter les parties prenantes. Mais imaginez-vous recevoir là, un mémoire de 10 pages auquel on te demande d'avoir ta lunette, ta critique citoyenne. Tout semble établi, construit. Qu'est-ce que moi... Alors, à partir de beaucoup moins de... Je dirais que l'idée, ce n'est pas d'avoir une validation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, le message dans lequel j'aimerais que vous repartiez, ne cherchez pas un comité de validation. Cherchez un comité conseil. Des gens qui aident à contribuer à vos orientations, qui aident à contribuer aux actions posées. C'est davantage intéressant pour un citoyen, une citoyenne, un partenaire dans le projet, d'être consulté en matière d'orientation, d'action. Il n'est pas là pour juger de la scientificité du projet. Ce n'est pas son rôle. Par contre, il est là pour s'assurer que ce qu'on va trouver en cours de route, ce qu'on va mettre en place en cours de route, pourra avoir de réelles retombées sur des besoins qui sont ciblés. Fait que moi, je pense que ça, il faut bien démêler les choses. Puis de plus en plus, là, dans les méthodologies de participation, là, on est plus à la méthode. Oui, à travers les méthodes classiques, on peut aussi avoir des méthodes qui sont plus innovantes, où à des moments précis dans le parcours du projet, on va aller en participation citoyenne. On va aller en innovation ouverte. Bien, cette innovation-là, c'est une consultation. Il y a des méthodes. Les Living Labs, là, il y a vraiment des méthodologies qui sont très intéressantes, qui permettent, en cours de processus, d'être actif comme participant à un projet. Ensuite de ça, je pense que Guy l'a bien nommé, la question aussi du retour. La question du retour aux participants, là, elle est essentielle. Pas seulement pour passer au comité d'éthique et leur dire que vous allez avoir des retours aux personnes, mais dans le réel, d'avoir l'idée, trouver le couloir, le canal de communication avec mes participants. C'est quoi le meilleur canal? Je ne sais pas, moi, si c'est un courriel, peut-être. Si c'est une population plus vieille, il faut trouver le meilleur canal. Est-ce le journal de quartier? Je ne sais pas. Mais dépendamment de la méthode que j'ai prise, des participants qui sont dans mes projets et de mon comité conseil, c'est là que je vais être capable d'orienter mes méthodes de communication. Puis je vous dirais que la sauce gagnante, là, vous allez vous rendre compte que si d'un projet à l'autre, j'ai des personnes qui me suivent, bien, ça veut dire que je les ai réellement consultés, ils sont réellement dans mon parcours. Puis quand ma carrière de recherche, après 30-35 ans, je vais avoir construit tout un réseau.
Mais il faut le construire. Il faut commencer au début. Donc, dans la première étape, bien, effectivement, il y a des associations, il y a des organismes communautaires qui vous attendent. Je vous le dis, là, dans les organismes communautaires, votre participation, là, elle peut être très intéressante. Faites du bénévolat sur plusieurs formes. Une fois qu'on a déjà développé, on comprend maintenant un peu plus. Oh, effectivement, qu'est-ce qui se passe ici? Ensuite, on peut être appelé aussi plus largement à être consulté. Mais pour être consulté, il faut être un peu connu. Pour être connu, il faut un peu s'impliquer. C'est une roue, ça, qui tourne. Puis, à travers cette implication-là, quand je vais être en mesure de consulter l'organisme communautaire avec lequel j'aimerais travailler, je dois m'assurer qu'il y a des retours. Une des façons, je pense maintenant, de travailler qui est intéressante en matière de diffusion, jamais seul, toujours avec. Et ça, j'ai retenu ça il n'y a pas si longtemps. Jamais l'expert seul devant sa présentation, toujours avec. Ça veut dire que c'est un de vos partenaires qui devrait être présent. Toujours avec vous. Communiquer la science ensemble. S'assurer qu'on ne communique pas pour et sur, mais bien avec. Donc, comment trouver ces leviers-là? Comment les mettre en valeur? La personne avec laquelle vous allez travailler, les gens qui seront impliqués autour de votre projet, c'est à nous, ensemble, de construire les meilleurs lieux de diffusion, d'organisation. Tantôt plus scientifique, tantôt plus communautaire. Mais si on ne le fait pas ensemble, c'est sûr que chacun va dans ses milieux dits traditionnels. Hein, la personne est ainsi faite. Donc, dans les milieux de diffusion, je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'intéressant par rapport à cette réflexion-là. Puis, je dirais que de plus en plus, c'est équité, diversité, inclusion. C'est à ça, ce concept-là qui est de plus en plus présent dans nos établissements, dans nos organisations, bien, nous met à réfléchir à la base. Comment est construit mon projet? Est-ce que j'ai un projet qui tient compte, d'abord et avant tout, de ces grands concepts, de ces grandes particularités? Puis en santé durable, que ce soit une thématique qui est plus en éducation, une thématique qui est plus de santé, une thématique qui est davantage axée sur l'environnement, une thématique, mais le principe demeure le même. En fait, c'est ce qui est beau en santé durable, je dirais, c'est que ce qu'on comprend bien, c'est que la lunette qu'on veut étudier, d'abord, on se dit, c'est intersectoriel. En partant intersectoriel, ça ne peut pas être que des scientifiques qui sont autour de la même proposition. Donc, si on y croit, dans cette philosophie d'intervention, bien, ça nous prend des intervenants, des gens d'action, des gens qui vont le mettre en pratique, des gens qui sont en relation. Et comment on fait maintenant pour dégager ces gens-là qui sont déjà fort occupés? C'est ce que vous allez me répondre. Comment je trouve les moyens d'avoir des gens? Puis je vous dirais que la strate la plus difficile de population à travailler en termes d'implication citoyenne, bien effectivement, c'est des gens qui ont entre, je ne sais pas, 25, 30 et 55, 60 ans. Ils sont difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà au travail. Donc, l'implication que je vais demander, je dois regarder par les réseaux d'organismes communautaires, dont c'est la vocation. Eux, ils sont aussi auprès de populations avec lesquelles ils peuvent vous aider de trouver les meilleurs moments. Ce n'est pas à vous de décider des moments. Les moments doivent se décider avec les personnes avec lesquelles on va travailler. Donc, tantôt, ça peut être un matin, tantôt, ça peut être le soir, ça peut être des midis. C'est là-dessus aussi qu'il faut jouer. Hein? Il faut trouver des moments qui vont convier à l'ensemble. Moi, je pense que c'est un peu le paradigme là, sur lequel on doit faire. Puis quand on le met en application, puis qu'on le travaille, c'est pas vrai que c'est 100 heures non plus. C'est beaucoup d'ajustements. Puis les ajustements, c'est du temps. Mais si on fait les ajustements, on va beaucoup plus loin. On donne souvent l'exemple ici, hein, on a le Conseil régional en prévention de l'abandon scolaire. Mais comment se fait-il qu'on a fait autant de gains au Saguenay-Lac-Saint-Jean en matière de diplomation, pour le diplôme d'études secondaires? Comment se fait-il? Bien, c'est parce que tous et chacun ont accepté de dire la persévérance scolaire, ce n'est pas l'affaire de l'école. La persévérance scolaire, c'est l'affaire de toute une population. Fait que c'est le même principe dans chacun des projets. Si on a toujours ça comme à l'esprit, c'est l'affaire de toute une population, de toute une communauté. On s'organise pour les... C'est là que notre lunette de projet vient de changer. Parce que si on veut mettre des actions en santé durable,
On le sait qu'on passe par la recherche, les données probantes, on en parle beaucoup, en santé particulièrement, ou les données, l'accès à l'information. Bien, tous et chacun ont accès à un type de savoir, un savoir d'expérience, un savoir dit savant. Mais si cet ensemble de populations-là est en mesure de chacun faire des bouts, c'est certain que le projet va aller plus loin. Là, vous me direz, le financement est court, mais vous avez tout à fait raison. On a besoin de temps, et ça, je pense que si on essaie ensemble de pousser vers nos décideurs que pour apporter des projets qui sont plus structurants, on a besoin de plus de temps, il faut le faire. Il faut le faire maintenant. Hier, il y a une question qui a été posée, entre autres, sur, oui, le transfert des connaissances, mais jusqu'à l'implantation dans les pratiques, bien, tous ces bouts-là, ils sont à travailler. Tous ces bouts-là sont encore à financer et à organiser. Et je pense que si les projets sont structurés de cette façon, ça nous permet, en tout cas, si on est plusieurs, d'aller un peu plus loin. Merci. Moi, j'ai été formée initialement à l'Institut de cardio-pneumologie de l'hôpital Laval, anciennement l'hôpital Laval, et j'ai été mis rapidement dans un contexte interdisciplinaire où il y avait des pneumologues, des cliniciens qui travaillaient avec des pathologistes, avec des gens en microbiologie, en biologie moléculaire, dans plein de disciplines, mais on comprend qu'on est dans le multidisciplinaire et non pas dans l'intersectoriel encore. Mais j'ai rapidement été mis dans ce bain-là, puis j'ai rapidement apprécié avoir des contacts avec des gens qui avaient un regard différent, une perception différente, puis ça amenait à voir la problématique de recherche dans sa globalité. Après avoir eu ma chaire de recherche du Canada et l'avoir renouvelée, je regardais le milieu universitaire dans un petit établissement comme l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis je me disais de quelle façon on peut faire pour améliorer l'environnement, pour que ce soit plus facile pour les jeunes chercheurs qui arrivent en santé. Puis le bon moyen, bien, c'est un centre de recherche. C'est un effet structurant parce que ça te permet d'avoir du mentorat, d'aider les jeunes chercheurs, de pouvoir partager des ressources professionnelles ou des infrastructures. En faisant une revue puis en regardant ce qu'on avait dans l'université, j'ai rapidement vu qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressaient à la santé, mais avec différentes lunettes, on va dire comme ça. Donc, il y a des gens qui s'intéressent à la santé en psychologie, en physiothérapie, en kinésiologie. Ça ne surprendra personne. De même manière, en sciences fondamentales. Alors, où moi je suis, parce que nous, on s'intéresse aux bases fondamentales, aux déterminants des maladies. Par contre, il y avait des gens aussi à l'UQAC qui s'intéressaient à la santé en sciences sociales, de plus en plus. Alors, c'est plutôt la partie bien-être de l'aspect santé qui est couvert par les sciences sociales. Il y avait des gens aussi en arts qui s'intéressent à la santé, en administration, en mathématiques, informatique. Bref, il y en a dans tous les départements. Je pense qu'il faut essayer de voir les questions avec différents angles, puis s'attaquer aux problématiques, mais avec différentes disciplines. Puis en ça, je pense qu'un centre intersectoriel, bien, ça peut répondre à cette problématique-là puis à cette question-là. La santé durable, ça se définit comme un état de santé physique, psychologique et sociale, de bien-être à toutes les étapes de la vie, avec une préoccupation pour un environnement favorable puis un accès aux ressources équitable pour les individus, puis en ayant une sensibilité particulière pour les populations en situation de vulnérabilité. Et que ça, je trouvais que c'était particulièrement approprié pour la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on a une population qui est vraiment diversifiée, qui est une population qui est aussi à proximité plus ou moins grande du centre hospitalier. Puis on n'a pas non plus de centre surspécialisé comme on retrouve dans les grands centres. Alors on a des défis qui sont différents et des défis qui, je pense, peuvent être bien servis par l'intersectorialité parce que ça nous permet de voir la problématique dans tout le continuum de la santé.
On est habitué, comme chercheur, de travailler souvent dans nos disciplines spécifiques, dans nos expertises. Puis quand on essaie de croiser ces disciplines-là, on va parler d'interdisciplinarité. Puis quand on parle d'intersectorialité, on va aller plus loin que ça. Les secteurs, en fait, au Québec, la science est organisée dans 3 secteurs. Le secteur de la santé, le secteur nature et technologie, puis le secteur société-culture. C'est les sciences humaines et les sciences sociales. Puis en fait, quand on parle d'intersectorialité, c'est qu'on fait travailler ensemble des chercheurs de ces différents secteurs-là. Quand on travaille dans nos disciplines, on a comme notre langage, nos outils, nos méthodologies. Puis quand on croit à ça, bien, c'est sûr qu'on se retrouve avec des gens qui ont un vocabulaire différent, puis même des approches méthodologiques différentes, voire même des fois des conceptions de la science qui sont différentes. Moi, mon expertise, en fait, c'est d'accompagner ces chercheurs-là quand ils apprennent à se comprendre, puis apprennent à travailler ensemble, puis développer des méthodologies communes pour éviter justement que peut-être une science en instrumentalise une autre ou une science prenne beaucoup de place, puis on va juste... Non, on veut vraiment co-construire des projets intersectoriels. Fait que moi, mon défi, finalement, c'est d'amener les gens à travailler ensemble, à mieux se comprendre aussi. À l'heure actuelle, j'ai un projet de recherche international avec la Belgique flamande. Puis, on s'intéresse à comment est-ce que les enfants sont identifiés par l'école comme ayant des problèmes d'hyperactivité puis d'inattention qui pourraient éventuellement avoir un diagnostic de TDAH. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui pose problème. Puis à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'émotions, de comportements puis d'attitudes des jeunes qui sont identifiés comme problématiques. Donc moi, je m'intéresse vraiment là, à ce qui se passe avant l'identification des problèmes, puis c'est quoi la réponse sociale, scolaire et médicale qu'on fait à ces problèmes-là. On met beaucoup l'accent sur les déficits individuels pour expliquer des comportements problématiques comme l'hyperactivité, l'inattention. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, entre autres, si on prend le cas du TDAH, c'est qu'il semble avoir quand même des faux diagnostics puis une prévalence beaucoup plus élevée que celle qu'on devrait avoir. Je pense que c'est un projet intersectoriel parce qu'on a... moi, je représente plus l'aspect sciences humaines sociales, puis je m'intéresse beaucoup à la sphère scolaire, mais je travaille aussi avec la sphère médicale et les troubles psychiatriques qui sont principalement mes objets de recherche, bien, ça fait partie aussi de la sphère médicale, mais il y a toute la sphère aussi privée, donc la famille, les réponses des parents, pratiques parentales qui rentrent aussi là-dedans. Il y a un mot qui est au centre de ma programmation, c'est Balzac. C'est d'abord et avant tout le projet d'un historien, Gérard Bouchard, qui venait de compléter son doctorat en France, où il avait appris une nouvelle méthodologie qui s'appelle la reconstitution automatique des familles à l'aide des registres paroissiaux. Rentré au Québec, il est devenu professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et il a entrepris de dépouiller les registres de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au fur et à mesure que le fichier se construisait, il a aussi commencé à avoir l'idée que les données du fichier pouvaient être utilisées dans le domaine de la recherche en génétique, la recherche dans le domaine médical. On est passé de travaux vraiment centrés sur la région à l'ensemble des populations régionales du Québec. Ce qui caractérise énormément Balzac, c'est le fait que, donc, depuis les tout débuts, il est utilisé en recherche interdisciplinaire, autant par des chercheurs des sciences humaines, des historiens, sociologues, démographes, que des chercheurs en sciences biomédicales, des généticiens des populations, des épidémiologistes, des cliniciens. On peut parler d'intersectorialité, peut-être avant l'heure. Et Balzac, c'est un projet qu'on commence maintenant, qui est pour moi très, très excitant parce que je pense que c'est vraiment un virage là, dans l'histoire de Balzac. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'on va passer d'un fichier de population à une infrastructure de recherche sur les populations avec ce projet-là qu'on débute. On a pensé ce projet-là en fonction de 3 demandes, si je peux dire, qu'on avait eu des chercheurs. On voit de plus en plus que justement la recherche biomédicale, la recherche génétique, oui, il y a encore beaucoup de choses qui se font avec l'approche généalogique, mais il y a aussi un intérêt, je dirais en particulier des gens en biologie évolutive, d'avoir accès aux familles complètes. On a, si je puis dire, l'armature de toute la population, l'arbre généalogique avec les mariages, et on va ajouter à ça les naissances et les décès de façon à avoir l'histoire complète des familles. Donc, ça permet de faire plus d'études, par exemple, sur la fécondité, la mortalité, la sélection. Le deuxième aspect, avec les nouveaux types de projets qu'on a, les chercheurs ont envie d'avoir une base de données où ils avaient un accès pérenne, un accès continu à la combinaison des données généalogiques et génétiques. Donc, on a fait des démarches en ce sens-là et dans le cadre de notre projet Balzac, on va faire ça.
aussi tout un volet spatial, un volet géographique au projet. On sait qu'en géographie, le développement des outils de géomatique, là, depuis quelques décennies, ça a fait ce qu'on appelle en anglais souvent un spatial turn. Là. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités du côté des études géographiques, cartographiques, spatiales qui se sont ouvertes. Et on voulait que les utilisateurs de Balzac puissent bénéficier de ça. Donc, on travaille aussi avec des collaborateurs géographes pour développer tout un volet géographique au projet. Mais on pense vraiment, encore une fois, qu'on franchit une nouvelle étape là, dans la qualité puis la quantité des outils qu'on va pouvoir offrir pour la recherche en santé ici à l'UQAC, mais Balzac est utilisé par des chercheurs du Québec, du Canada et aussi à l'international. Les années de jeunes chercheurs sont très critiques et difficiles à la fois. On est dans tout qu'un apprentissage quand on arrive à l'université au niveau de l'enseignement, au niveau de la structure de l'université en soi, le service aux collectivités et puis la recherche qu'on doit démarrer. Donc, d'avoir un centre de recherche structuré, ça donne vraiment des outils, en fait, là, qui sont déjà là, bien concentrés à l'intérieur d'un centre, qui peuvent être mis à la disposition des jeunes chercheurs. Comme par exemple le système de mentorat. Ça, c'est quelque chose que moi, je me suis prévalue très tôt là, à mon arrivée à l'UQAC, même avant qu'il y ait un centre, de façon informelle, exactement. Mais là, depuis qu'il y a un centre, bien, la structure est bien établie, donc c'est encore plus facile là, d'avoir accès à ça. Autant au niveau de l'aide à la publication que les demandes de subventions. Donc ça, c'est très aidant. Quand je suis arrivée dans la région, il y avait des forces vives à l'UQAC et dans la région en génétique, là, notamment en raison de la prévalence très élevée de maladies neuromusculaires. Puis moi, j'avais une spécialisation là, en physiologie musculaire. Donc, un dans l'autre, c'était assez fertile là, comme terreau, donc c'est ce que je voulais exploiter. Et puis, moi, j'avais fait mes études supérieures vraiment au niveau de la physiologie musculaire, mais fondamentale. Puis ça n'avait pas été fait dans la région encore. Donc, il y a une équipe multi là, qui est d'ailleurs associée à notre centre, là, comme il y a des chercheurs réguliers qui viennent d'autres universités, mais qui œuvrent à l'intérieur de notre centre, qui, eux, avaient développé cette expertise-là de caractérisation des maladies prévalentes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, moi, j'arrivais avec mon expertise fondamentale où que moi, pour travailler, j'ai besoin d'un bout de muscle puis aller dans un laboratoire pour l'étudier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise avec cette équipe-là, puis on a vu comment mon expertise pouvait être mise à profit des travaux actuels qui étaient en train de mener. Donc, moi, je proposais d'arriver puis d'étudier le muscle squelettique avec un échantillon musculaire qu'on prendrait chez ces patients-là et d'être capable de faire des liens entre ce qu'on voyait au niveau du muscle squelettique et la génétique de ces gens-là, et ce qu'on voyait au niveau du muscle et les caractéristiques cliniques qu'on observait chez ces gens-là. Donc, on est capable d'expliquer la génétique, l'épigénétique, l'intégrité musculaire, la protéomique et de lier tout ça à des variables qui sont davantage cliniques. Donc, au niveau, par exemple, de la physiothérapie, de l'ergothérapie, et même, ça va plus loin, là, du travail social, de la neurologie. Fait qu'on a vraiment une équipe multi là, qui étudie, là, dans le fond, là, la maladie, je dirais, de gauche à droite, de haut en bas. Donc, on essaie d'être le plus polyvalent, intersectoriel possible. Je suis plus rendu en intelligence artificielle appliquée, l'intelligence ambiante. En particulier, donc, c'est de mettre des capteurs dans des résidences de personnes âgées, et ainsi de suite, par rapport au vieillissement de la population, par rapport à la pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient, tout ça comme ça. Donc, en ayant fait des mathématiques, d'abord, ça m'a permis justement tellement d'apprendre des outils, des trucs comme ça, que l'avantage que j'ai maintenant, c'est sur les autres chercheurs de mon domaine. Et souvent, c'est des gros cursus en informatique. Moi, j'ai fait complètement l'inverse, donc je suis complètement un hybride, je suis un peu un imposteur, tu sais. Mais tous les bagages avant m'ont permis justement d'arriver là, puis ça fait que je suis capable d'être très efficace rapidement à bien comprendre les problématiques et ainsi de suite. Quand l'idée du centre est arrivée, il y avait plusieurs des collègues déjà là-dedans que j'avais initié des collaborations, donc c'était un naturel aussi. Souvent, une des problématiques pour les gens, c'est la technologie dans le projet. Puis moi, bien, c'est exactement à quoi que je peux amener. Beaucoup dans le domaine présentement, en tout cas dans le domaine, je te parlais de l'intelligence, métier à domicile, des trucs comme ça, ces technologies-là, ça s'en va, ça prend une tangente assez rapide là, par rapport tout au projet interdisciplinaire. Donc, il y a des projets de plus grande envergure, mais interdisciplinaires, avec des processus de co-construction, là, avec les intervenants, les patients participants, et ainsi de suite. C'est la force de travailler en interdisciplinaire, c'est que, tu sais, j'ai pas la prétention de connaître tout non plus. Fait que l'avantage, bien, avec des gens qui sont bons en acceptabilité sociale, dans les relations directes avec le patient, les proches aidants, dans les comités d'éthique qui ont beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, évidemment, c'est la force du nombre, là.
Moi, j'ai 2 mandats particuliers à l'université comme directeur de la clinique universitaire des physiothérapies. Un mandat pour faciliter l'intégration des étudiants au niveau de la maîtrise, pour la participation aux stages pratiques, et comme chercheur régulier aussi au sein des recherches intersectorielles en santé durable, chercheur plus spécifiquement dans une problématique qui touche les personnes âgées. Donc voilà, mes projets de recherche est axé sur la santé des personnes âgées et ses capacités fonctionnelles, avec un regard plus particulièrement sur la prévention des chutes. En arrivant ici en région, j'ai remarqué justement que les taux de chute étaient très élevés, avec une retombée très importante au niveau du système de santé, et que les services spécialisés au niveau de la région n'avaient pas des outils en physiothérapie, entre autres, pour mieux diagnostiquer la fragilité des personnes âgées et ses risques de chute. Donc moi, avec une équipe de recherche interdisciplinaire qui touche un peu la neuropsychologie, parce qu'on sait que la personne en vieillissant, il a des problèmes au niveau cognitif, d'autres collègues aussi en ingénierie, en informatique, pour développer des outils, des mesures pour mieux quantifier les risques de chute. Et par la suite, établir des programmes, des exercices dans le cadre de mieux réadapter ces personnes et prévenir les chutes. L'aspect intersectoriel, d'avoir quelqu'un en travail social, médical, informatique, en génétique, en biologie, de mieux comprendre la personne dans une globalité, c'est beaucoup plus important que les concepts mécanicistes, qu'on regarde juste la spécificité d'un problème et on essaye de régler. Aujourd'hui, c'est impossible parce que la plupart des maladies chroniques viennent avec des atteintes psychosomatiques. La dépression, l'anxiété, la restriction, participation. Donc, de plus en plus, nous devons comprendre cette personne de comment, pas juste les côtés physiques, mais comment quelqu'un au niveau social pourrait nous aider à la participation et mieux comprendre les rôles de la famille, de l'environnement, de l'entourage pour cette personne. Le centre de recherche, je pense, où je suis présentement dans ma carrière, je trouve très, très intéressant parce que ça nous permet de voir que chaque chercheur a eu le temps de maturer. Donc, on a eu la maturation au cours du temps et nous sommes aujourd'hui capables de voir que seul, c'est difficile à travailler. Donc, ça nous permet de créer plusieurs projets super intéressants, mais avec un rôle plus global, avec un impact plus direct pour la société. Je pense que de se mettre dans le contexte intersectoriel, ça amène aux problématiques des solutions qui sont plus originales et plus innovantes que si on les regardait juste au travers d'une loupe unique. Et ça, c'est un avantage vraiment important.